Bon, bah, on se retrouve dans un nouvel épisode. Ouais, Enfin, un nouvel qu'on a déjà retourné. voilà. Alors sachez, guys, que cet épisode a déjà été tourné auparavant, Mhm. car on enregistre les épisodes en avant. On l'a Impossible de le retrouver. perdu. Impossible de le On retrouver. l'a perdu. Il s'est Il égaré est dans égaré. Apple. Donc on passe une alerte enlèvement à notre dossier. Donc, c'est la troisième édition de cette vidéo. C'est plus possible, on n'en peut plus. On a plus l'habitude, ça fait un mois qu'on n'a pas tourné de vidéo, guys. Franchement, On est un petit peu. Désolé, guys, je mets un ventilateur parce que moi j'ai très très chaud, je suis très sensible à la chaleur. On fait pas comme Louis et Chloé, nous on met des ventilateurs. Oui, le dernier défilé Margiela. On voulait en parler un petit peu en intro. parce que du coup, là, on. Parce que du coup, c'est 2 jours après le défilé Ouin. Margiela qu'on tourne cette Mhm. vidéo. Une catastrophe, une catastrophe, une catastrophe. Bah, c'est juste qu'on n'a pas trop aimé ce qui était proposé. Non, alors déjà, on va passer par le premier truc. C'est joli. C'est Voilà. joli. C'est joli, il n'y a aucun souci. C'est joli, Il y ça a des respecte les codes de la archives, maison, il y a voilà, des il y a archives. aucun Voilà. problème. Mais, where is l'histoire? Ouais, je sais pas, ça m'a. Oui, c'est le dernier lot où Martin a fait un défilé. Oui, il y a Les masques. les masques. Oui, il y a d'anciennes pièces, machin. Mais je sais pas, j'ai pas été passionné, moi. Non, et puis, Enfin, il y avait d'autres choses à faire, quoi. il y avait vraiment d'autres choses à faire. Enfin, en fait, ressortir des archives pour ressortir des archives, ça sert à Ouais, rien, quoi. ça y est, quoi. On est fatigué. Je sais pas, l'histoire pour l'histoire. L'histoire pour dire quelque chose, oui. L'histoire pour faire de l'histoire, bon, Ouais, non, aucun intérêt. inutile. Franchement, après, on Voilà. s'attendait pas à grand-chose, non. Voilà, bah, on s'attendait pas. Ouais, on avait quand même peur. Bon, c'est pas aussi horrible Horrible qu'on qu'on s'imaginait, pensait. parce que c'est vrai qu'on n'a pas été emballé, Non. quoi. Moi, ça m'a fait penser à du Robert Woon, quoi. Ouais, du Robert Woon, ou il y Un avait des vieux mixtapes Balenciaga. avec Balenciaga et Rick Owens. Mais voilà, à voir par la suite. Euh, mais en tout cas, pour le moment, C'était nul. Voilà, enfin, franchement, un voilà. petit Moi, flop, je je trouve. trouve. Bon, du coup, Du sinon, coup, cet épisode, donc on n'a même pas dit c'était quoi cet épisode. On est complètement folle, on a on coupé va de la vous plaque. exp- Ouais, non, on va on va rien vous, vous on expliquer. va vous présenter Voilà. des magazines qui, pour nous, Ouais, enfin genre des éditos ou des oui, couves ayant eu un impact ou comme étant exactement. importante à connaître. Puis qu'on aime bien aussi. Voilà. Parce qu'on s'est dit pourquoi pas après tout. Ouais, pourquoi pas. C'est un format qui sera récurrent Mhm. sur la chaîne, sur le podcast, si vous aimez. Peut-être même si vous ne l'aimez pas, il sera quand même récurrent. Car après tout, c'est nous qui décidons. Nous sommes les nouvelles Anna Wintour, puisque à ce jour, on sait qu'elle est partie. Non, mais ouais, et d'ailleurs, dites-nous, vous, si vous avez des presses, des couvertures, des trucs, etc., que vous aimez bien. Ça, Ouais, ça nous intéresse de fou, de savoir ouais. ce que vous aimez aussi Voilà. Est-ce que vous lisez la en presse? visuel. Est-ce que vous lisez la presse? Est-ce que. Ou vous pouvez juste la regarder. Moi, je la regarde Ouais, juste. J'ai arrêté de la lire, de toute façon. il C'est n'y a pas comme rien s'il y à avait lire. grand chose d'intéressant à lire. Donc voilà, la regarder, c'est pas mal aussi. Mhm. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a assez Platé. pour ce début d'épisode. Donc on va commencer. Mhm. Du coup, on a nos notes sur nos téléphones. Ah Hein. oui, On sera pardon, sur oui, nos c'est vrai. téléphones, voilà. On a les notes sur les téléphones. Donc voilà, nous en voulez pas. C'est juste qu'on a tout écrit. Ok, bah Joris commence. Moi, je vais vous parler de The Face. Celui de juillet 1990, c'est la couverture de The Face avec Kate Moss. Elle était très jeune. The 13 Summer Love, Ok. avec mon accent anglais qui est parfait. Donc voilà, donc c'est pas la première couverture de Kate Moss, mais c'est la première qui l'a vraiment fait exploser, Popé. popper, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est l'une des couvertures les plus emblématiques de la jeunesse de Kate Moss. Elle avait déjà travaillé pour The Face, mais là, c'était vraiment voilà, grâce à d'ailleurs Corinne Day, donc qui est la photographe justement de cette première de couve. Elle a vraiment su capturer ce moment-là. Elle avait réellement retranscrit le visage de Kate Moss et la nouvelle beauté d'une nouvelle jeunesse, d'une Ouais, nouvelle génération des années un nouvel 90, esthétisme. un nouvel Ouais, esthétisme après, ouais. exactement. Et cette couverture-là, elle a énormément suscité de réactions puisque justement, on rentre dans des nouveaux standards comme je l'ai dit précédemment, nouveaux standards de beauté, nouveaux standards de corps, nouvelle jeunesse, puisque elle avait 16-17 ans, il me semble, si je me trompe pas, sur la couverture. Il y a aussi, ça a été énormément critiqué. Elle était très maigre, elle était très jeune. Le shooting s'est très mal passé puisque Kate Moss était en pleurs. Elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée.
Parce que bah, on ne demande pas à un enfant Ouais. de poser pour une Enfin, couverture, un quoi. adolescent. Enfin, elle a eu un réel impact justement pour surtout les années 90, puisque bah, on rentrait dans l'ère du grunge. Ah, c'est en lien direct avec ce qui se passe à ce moment-là, fin de la guerre froide, chute de Exactement, l'URSS, chute du mur de Berlin. On est exactement. dans un nouveau monde qui doit se repenser, se recréer. Mm, Donc, mm. On avait besoin de nouveautés et on a ouais. réussi à trouver de la nouveauté. Enfin, Corinne Day a réussi à trouver la nouveauté chez Kate Moss. Sinon, on va essayer aussi de vous présenter quand même les stylistes, les maquilleurs, tout Oui, ça qu'on a alors essayé de trouver. dans une mesure, on va essayer de rendre à César ce qui est à César, guys. Exactement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas Mm, toujours mm. tout trouvé. Parfois, on a fouillé. On a fouillé dans des blogs un peu underground, donc on n'est pas Exactement. sûr tout le temps de toutes les infos qu'on aura. Mhm. Mais en tout cas, ça montre aussi Mm, qu'il y mm. a un véritable problème dans la Qui n'est presse pas de toutes les récent. époques. C'est justement la reconnaissance du travail de toutes les équipes Mm, mm. autour des shootings. Donc voilà, on a essayé de s'assurer que les informations étaient vraies, mais c'est vrai que C'est pas peut y avoir écrit. toujours des erreurs. C'est pas écrit en dessous C'est pas des écrit partout. éditos et tout. Euh, Donc du coup pour cette couverture de The Face, donc en photographe on a eu Corinne Day bien évidemment. Au niveau du stylisme pardon, c'est Melanie Ward. Au niveau du maquilleur c'est Shirley Lowe qui a notamment fait beaucoup de couvertures elle aussi. Et en coiffeur on a bien évidemment Drew Jarrett. Je pense que tout le monde connaît Drew Jarrett dans... Non, personne. C'est un grand hairstyliste je voilà, qui a je suis pas très travaillé. coiffure, je Ouais, connais je rien. comprends, je Moi, tout ce comprends. qui est coiffure, Moi, maquillage, j'adore je la connais drag pas quoi. trop. Donc voilà. Il y a eu donc forcément beaucoup de critiques, hein, je vais revenir là-dessus parce que même si cette couverture était très importante justement dans la Mm, pop culture des années 90, ouais. on a eu quand même The Time qui a expliqué tout ce qui s'est passé et qui a eu une interview justement avec Kate Moss qui est beaucoup revenu justement sur ce shoot-là et sur d'autres shoots aussi. Qui déplore le fait justement que à 15 ans, bah, on n'est pas censé être autant martyrisé, si je puis dire Ouais. ça, Qui est autant sur des trucs. marketé, autant Exactement. exploité physiquement Exactement. dans le capitalisme. Exactement. Et puis Kate Moss, elle a aussi expliqué que elle s'en veut énormément justement puisqu'elle a participé malgré elle en fait à cette Promotion. promotion, oui, de l'anorexie, Ouais, des d'une drogues, esthétique d'une hyper esthétique très problématique pour problématique tout ce qui est santé mentale, santé du corps. exactement. Donc voilà, je pense que c'était la première coupe que je voulais vous présenter, parce que pour moi c'est l'une des plus belles, mais c'est aussi l'une des plus trash qu'on puisse Ouais. trouver. Et pourtant, parce que je me rappelle, tu me l'avais montré, Ouais. on vous mettra des Oui, images on chaque vous met fois, les guys. images, hein. Denis. Voilà, Denis, caméra! Caméra. Et c'est une photo qui visuellement ne retransmet pas Non, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est non. aussi intéressant dans ce type de format qu'on vous propose. C'est aussi de se rendre compte que derrière les images qu'on va voir dans les magazines, il y a des histoires, il y a des Mhm. choses. Et c'est marrant de voir à quel point la photo et le magazine peut transformer Ouais. un moment peut être horrible, justement, on le disait, en quelque chose de très beau. Et c'est aussi pour ça qu'on propose ce type de contenu. Mhm. C'est pouvoir analyser ce qui se passe au-delà Ouais. de ce Et qu'on puis peut voir. en plus quelque part c'est aussi montrer bah, l'art d'un artiste, Mm. puisque même s'il il se passe des choses horribles en backstage, de toute façon il se passe toujours des choses horribles en backstage, même quand Oui, tout se passe bien, on arrive quand même à retranscrire quelque chose de beau, quelque chose de joli, ouais. malgré les problématiques qu'il peut Mais, y mais, avoir derrière. mais c'est super intéressant parce que, genre, c'est un truc vraiment où on voit à quel point Mm, l'objectif, d'ailleurs, on parle d'objectivité, on parle d'objectif mhm. d'appareil photo, on parle de. Et c'est marrant à quel point ça resserre le cadre de Ouais. tout. Limite, si on utilisait l'intelligence artificielle pour agrandir, on pourrait voir à quel point la scène était horrible. Mhm. Mais comme on a renié tout ce qu'il y avait autour, on ne voit que ce qu'il y a de beau. Ouais. Et je trouve ça vraiment frappant. Sinon, toi, À moi. dis-moi la deuxième. Alors, Alors. moi, c'est la couverture de Vanity Fair Mhm. d'août 1991, donc Mhm. à peu près la même période que Ouais, moi toi. c'était 90. Bah voilà, Un an un an après. après. Donc c'est Demi Moore qui est enceinte et nue Mm. en couverture. Donc photographe de cette couverture, Annie Leibovitz, Ouais, déjà très célèbre pour ses portraits ils sont et son magnifiques d'ailleurs. style assez audacieux. Mhm. Allez la voir, elle est Voilà. Pour le maquillage, j'ai trouvé Jen Gare. Mhm. Et pour le stylisme, bien évidemment, du coup, il n'y a pas de
de stylisme à proprement parler, donc on n'avait pas de, enfin j'ai pas trouvé de styliste, parce que Demi Moore Oui. pose nu, donc ça paraît assez logique qu'il n'y ait pas de stylisme. Ce qui est très intéressant avec ce shooting photo là, c'est que à l'origine, il n'avait pas du tout été pensé et prévu pour la presse. À l'origine, c'était des photos comme on peut voir, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de femmes enceintes qui se prennent en photo pour marquer le moment, hop, j'ai été enceinte et tout. À ce moment-là, elle était enceinte de 7 mois de sa fille Scoot Larue avec Bruce Willis. Et en fait, c'est Annie Leibovitz qui a proposé à Demi Moore de la publier dans la presse, puisqu'elle voyait un potentiel important dans cette image. Elle y voyait une couverture forte, puissante, qui allait dire quelque chose. Donc c'est marrant de voir à quel point on est passé d'une photo intime à quelque chose de extrêmement Oui, parce qu'à la base, public. c'était des portraits qui étaient faits, enfin, qui étaient Ouais, privés, en fait. ouais, c'était pour des particuliers, quoi. Ouais, ouais. Dans les inspirations, la photographe évoque des inspirations mythologiques, mythiques, et elle a notamment, j'ai notamment trouvé qu'elle s'inspirait beaucoup de la naissance de Vénus de Botticelli. Mhm. Et aussi, elle allait à contre-courant dans l'anti-glamour et dans l'anti-Hollywood, où elle essayait pas de rajouter de paillettes ou d'éclats superficiels. Elle a vraiment saisi le corps dans ce qu'il était, dans ce qu'il offrait. Et en 91, c'était assez inédit. C'est novateur. C'est novateur et c'est même choquant de voir une femme enceinte qui pose nue pour un magazine. magazine. Donc ça a un peu fait parler forcément, Mhm. puisque dès qu'une femme n'est pas couverte de la tête jusqu'aux pieds, ça en fait des scandales. Et quand elle est trop couverte de la tête jusqu'aux pieds, ça fait des scandales. Dès qu'on veut faire du scandale sur les femmes, on le fait, quoi. On a eu certains qui ont parlé d'images à caractère porno. Oui, effectivement, c'était des images qui étaient pas du tout tolérables dans une presse publique, Ouais, grand oui, public. grand public. Bon, nous, à rebours, comme ça, Oui. on se dit que c'est complètement débile, mais c'est vrai que pour l'époque, ça pouvait être Ouais. assez particulier. Donc, c'est assez osé Mm. d'avoir fait ça. Mm. Et c'est hyper intéressant quand même comme truc de se dire que on est passé d'un truc privé à un truc public dans le contexte dans lequel c'est. Parce que maintenant, ça se fait hyper souvent maintenant, Oui, oui, oui. de mettre en couverture des femmes enceintes. Enfin, Non, enfin, c'est même des hyper posts répandu. sur Insta, tu vois, Ouais. on a eu Beyoncé qui l'a fait, Il y a plein de Nabila l'a célébrités. fait, Ouais, ouais, ouais. enfin, tout le monde l'a fait, en fait, enfin, toutes les grandes stars aujourd'hui. Mais il faut enfin, se rendre compte voilà. que il y a une vingtaine d'années, c'était C'était, impensable. Et cette couve a notamment permis de briser du coup des tabous et de définir la représentation de la grossesse, puisque c'est à partir de cette couve on va voir émerger d'autres personnes, je le disais, qui vont poser. L'image est un peu devenue un symbole d'empowerment féminin qui célèbre la beauté de la maternité et du corps de la femme. Et ça montre la liberté du corps dans ces milieux un petit peu artistiques que sont la mode et la presse. Mais voilà, c'était une couve qui a été hyper importante et marquante parce qu'elle a ouvert une voie par la suite. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et c'est pour montrer à quel point parfois les couvertures photos, et on en parlait d'ailleurs dans l'épisode d'Anna Wintour, ne sont que des délancés, tu vois. Anna Wintour qui choisit au dernier moment de changer la couverture. Là, on a pareil, quoi. On a une couverture qui n'était pas prévue pour être une couverture et qui en devient une. Donc c'est ça qui est super cool, c'est de voir un petit peu ces hasards de la vie qui au final transforment complètement ce qui va se passer après. Oui, bah surtout qu'on l'a bien vu du coup juste après, parce qu'on vient d'en parler justement, que toutes les stars l'ont fait Ouais, en fait, l'ont fait, ouais. et osent exhiber encore Puis aujourd'hui. il y en a même eu dans la presse mode, dans Vogue et compagnie, on a vu aussi des Oui, femmes bah oui, oui. enceintes, enfin des célébrités enceintes. Je te propose de continuer avec ta Ouais. deuxième. On en a Allez. sélectionné plusieurs chacun. Ah oui, d'ailleurs, guys, on n'en a pas parlé. Petit problème dans le Oui, le décor. tableau, il est Le tombé. tableau est tombé. On n'a pas réussi à le raccrocher. À cause de la chaleur. On est désolé, mais C'est pas beau, mais on peut pas faire. Après, c'est grand-chose. peut-être une proposition artistique qu'on a voulu Ouais, vous faire au aussi. final. Donc, on espère que vous l'accepterez et que vous avancerez avec nous, même si le tableau est tombé. Et étrangement, c'est depuis que Anna Wintour n'est plus. De toute façon, le décor est amené à évoluer. Oui. Et il évoluera, ne vous inquiétez pas. Et tout de suite, on enchaîne avec Joris qui vous présente sa deuxième couverture. Bah, on va continuer dans les années 90, puisque moi, c'est. Étonnant, encore une- Voilà. étonnant. Les années 90 avec Joris, ça m'étonne. C'est la couverture de Rolling Stones de 1991, le 13 juin, très exactement, si vous voulez. Voilà. Voilà, si vous voulez la retrouver. Mais de toute avec- façon, elle apparaît sur l'écran. Voilà, avec la grande Madonna, qui a été photographiée par Steven Mensel, évidemment, le grand photographe des célébrités.
Ce shooting est intitulé Flesh and Fantasy. Oh, mon anglais, vraiment, je ne... C'est un portfolio. Alors, il y a bien évidemment la couverture et c'est ensuite un portfolio de 8 pages à Ouais, l'intérieur c'est un petit édito. qui est magnifique. Qui capture des instants avec Madonna et qui a une inspiration des années 1920. Qui fait pas mal penser aussi à Marilyn Monroe, Ouais, totalement. dans tout ce truc de la blonde, Ouais, c'est un ça. peu exubérante, tout Mm, ça. Et d'ailleurs, qui a été en partie repris mm. par le Vogue américain, enfin états-unien, il y a pas très longtemps avec, comment s'appelle l'autre là, Café Expresso là, Ah, Café machin là, Carpenter. ah, Voilà, qui a été la repris par Carpentier. Sabrina dans le Vogue états-unien il y a pas très longtemps. Au niveau du coiffeur, on a Garen. C'est un coiffeur littéralement légendaire de ces années-là. Il a travaillé avec énormément de célébrités. Donc, évidemment qu'il Bah était sur évidemment, ce... Oui. oui, bah Et en maquilleur, on a Alberto Fava, qui, lui, notamment, a beaucoup travaillé sur sa propre marque oui, bah oui. de make-up. Très connu aussi d'ailleurs, hein. Oui, bah oui, oui. La séance photo a énormément été saluée par la critique parce que Elle. elle était belle et elle a réussi vraiment à capturer, enfin Steven Mensel a réussi vraiment à capturer L'esthétique l'esthétique et l'essence même et la complexité surtout du personnage de Madonna qui est vraiment très compliqué à saisir. à saisir, à capturer et il a vraiment réussi à avoir ces instants-là et ça rend vraiment ce shooting absolument incroyable et cette couverture dingue. Ça aussi, bien évidemment, entre la sensualité de Madonna, sa vulnérabilité, pardon, son autorité, sa douceur et tout cet être qu'elle est, en fait, tout simplement. Cette représentation, elle a vraiment changé le regard qu'on pouvait porter sur la beauté. Puisque on a enfin justement la représentation d'une femme forte, mais d'une femme qui peut aussi être vulnérable, sans pour autant la sexualiser, sans pour autant lui donner du pâté en bouche aux hommes, en fait. C'est vraiment juste pour exprimer la liberté féminine, la liberté que peut être la puissance féminine. Et c'est pour ça que ce shooting et cet édito a vraiment été enfin, pas critiqué, mais enfin critiqué, mais dans le bon Oui. sens du Mhm. terme. Euh, Saluée par la critique. Exactement. Parce qu'elle défie aussi les attentes de sexualité et de genre Mhm. dans la sphère médiatique et publicitaire. Elle a également cette couverture a énormément alimenté les débats féministes, bien évidemment. De toute façon, Madonna, quand est-ce qu'elle n'était pas dedans? Puisqu'il y a eu toute ce truc de oui, mais elle fait ça que pour les caméras, elle Mhm. fait ça que pour les photographes, elle fait ça que pour se sexualiser encore une fois. Et de l'autre, on était là en mode non, mais c'est une liberté. Mhm. Donc elle a Bah, vraiment c'est été toujours des repris. débats qui sont très compliqués. C'est très compliqué, C'est ouais. un peu touchy, c'est pareil, c'est ce qui s'est passé aussi avec un shooting récent là, de la Charpentier, Ouais, sur savoir si effectivement c'était du male gaze ou pas. ouais. Voilà, c'est... Mais voilà, il y a vraiment cette idée, et ça c'est intéressant parce que c'est toujours des questions et des débats qui sont sur les femmes, à savoir si elle le fait parce qu'elle en a envie, est-ce Mm, qu'elle le fait parce que c'est la société qui l'impose, est-ce que... Et c'est fou, parce qu'au final, là où pour la liberté, on doit toujours réfléchir à comment est-ce qu'on manifeste la liberté. Et donc ça pose des questions beaucoup plus profondes que juste une photo. C'est en ça aussi que c'est super mm. intéressant, les magazines, c'est de voir à quel point, au-delà de juste être des photos, je sais pas, pour des magazines, pour des campagnes, pour quoi que ce soit, il y a vraiment, oui, Oui, bah ce que débat... c'est vraiment politique aussi, mm, qu'il y a vraiment des questions de société qui sont posées par les éditos, les couvertures. Donc c'est hyper intéressant et c'est en ça que, effectivement, comprendre les histoires qui sont derrière, c'est aussi important ouais, que juste les regarder. C'est pas juste des images, les images parlent et ce depuis des qu'on fait des millénaires, images, voilà. voilà, hein, CF le Moyen Âge. En tout cas, c'est pour ça aussi qu'on vous propose d'analyser un petit peu ces couvertures. Donc, comme on l'a dit, bien évidemment, ce magazine des Rolling Stones, enfin cette couverture de Rolling Stones Et cet édito. et cet édito avec Simon Menzel Et et Madonna. Madonna. Ça va faire plaisir à Eric qu'on parle de Madonna. Coucou Eric, si tu passes par là. Ça a vraiment marqué un tournant dans la manière dont on pouvait percevoir justement les femmes, comment elles pouvaient être représentées dans les médias, et notamment cette question justement de la légitimité ou pas. Et surtout quand même, ne plus présenter les femmes comme étant des objets passifs, mais en tant qu'objets actifs.
sur une société, sur un monde, sur un visuel, sur une direction artistique. Donc voilà pourquoi j'ai présenté cette petite couverture. Bah, très Voilà. bien, je vois qu'on met beaucoup les femmes à l'honneur, nous. Bah, de toute façon. Étonnant, étonnant, tiens. Alors, est-ce qu'on serait pas un peu woke Islamo-gauchiste. Ah, le mot interdit. Enfin bref, sur ces 12 paroles, je te laisse présenter la deuxième couve. Écoute, moi, c'est JQ France, Ouais. mars 2021. Donc, Ok, très récent. très récent, là, je Enfin, quitte un les années bon, 90. Hein, Un bon voilà. 30 ans. Un monde de 30 ans par rapport à la première que j'ai présentée. Et donc, on a une couverture Grant Douglas, qui est un mannequin, enfin, considéré comme un mannequin grande taille dans la mode. La couverture, alors, attention, j'ai retrouvé ces informations, car j'ai eu du mal, même à les trouver sur GQ. Le magazine est très récent, guys. Donc, vous vous rendez compte ou pas? J'ai eu du mal à trouver les infos. Donc, la couverture réalisée par James Brodrib et le stylisme par Tony Irvine. Donc, c'est une couverture et un édito, comme toi avec Madonna. La démarche ici derrière, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Folle. De toute façon, c'est un homme, donc. De s'inscrire dans la continuité Mm. des mouvements body positivistes et d'inclusion qui traversent la mode en ce moment, qui la traverse seulement parce qu'on n'a pas vu d'arrêt en tout cas. Et c'est de montrer aussi, parce que c'est des débats, des sujets qui traversent beaucoup la mode féminine, parce qu'on le voit en Fashion Week, on le voyait quand c'était encore plus tendance, mais là c'est un peu moins tendance en ce moment, donc on le voit moins. Mais effectivement, les quotas sur les défilés à la fin de chaque Fashion Week, on a des analyses qui sont faites sur les défilés, et on voit à chaque fois, et on le voyait, chez les femmes, effectivement, les quotas de mannequins grande taille étaient plus élevés que chez les hommes, où ils étaient extrêmement faibles. Et donc c'est la démarche aussi de JQ, c'est de pouvoir proposer en couverture, en édito, un mannequin considéré par la mode comme grande taille. On dira toujours considéré par la mode parce que il fait quoi? Il fait un 42? je sais pas du tout. Mais en tout cas, du point de vue social, voilà, la norme dans la mode de la taille normale, c'est plutôt 36. Ouais. C'est des tailles qui sont complètement lunaires par rapport à la norme traditionnelle, puisque chez les hommes, on est plutôt sur du 40 en taille traditionnelle. Donc vous devez bien vous imaginer, il y a quand même plusieurs tailles d'écart. Donc voilà, on dira considéré par la mode à chaque fois, parce qu'on considère que les standards de la mode sont faux de base. Donc voilà. Et il y avait l'intention de briser un petit peu les stéréotypes du corps masculin idéal, soit extrêmement mince, maigre, rachitique, hérité des années 90, soit un corps extrêmement musclé, bodybuildé, puissant. À la Dolce Gabbana. Exactement. Et l'objectif, c'était de mettre en avant un homme avec une morphologie qui est différente des stéréotypes traditionnels masculins. C'est aussi pour ça que je propose ça, c'est parce que c'est des couvertures qui sont très rares, c'est des propositions qui sont extrêmement rares, donc il faut valoriser ce type de proposition. La mode ne peut pas se contenter de faire ce qu'elle a toujours fait, il faut pas progresser. Évoluer. C'est une première, en tout cas dans moi ce que je sais, dans ce que j'ai vu et dans les choses que j'ai pu lire sur cette couverture, c'est une première dans la presse française de montrer un homme mannequin grande taille en couverture et en édito, dans un grand magazine en tout cas. Parce que bon, on le disait, la mode masculine est très fermée oui, voilà, la mode masculine de toute façon. aux mannequins grande taille. On en fera un épisode. Voilà, on fera un épisode sur la mode masculine. D'une complexité presque néant, Lunaire, lunaire et d'un néant voilà. cataclysmique. Donc il y a de quoi dire, mais effectivement, c'est hyper important de parler de ça. Et du coup, ça envoie un message et un signal d'ouverture à la fois sociale, mais aussi à la mode, qu'elle doit se réveiller sur ces questions-là et justement être dans cette démarche de plus grande inclusion, une démarche plus proche de la réalité des choses. Et l'objectif, c'est de permettre à plus de personnes de pouvoir s'identifier à ce qui se passe dans les magazines ou dans les jeux de la mode. Et donc, c'est véritablement ça, l'importance de cet édito-là. Il n'y a pas d'histoire hyper particulière derrière comme on a pu avoir avant. C'est assez simple comme message. C'est mettre une personne mannequin grande taille selon la mode pour montrer que effectivement ne pas faire un 34-36, c'est normal. Voilà. Sachez que... Eddie Slimane, si tu nous entends. Voilà. Hein, Eddie Slimane, coucou. Karl, si tu nous entends de là-haut, on s'adresse à toi. Voilà. Rappelle-toi d'où tu viens. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment le message et je voulais parler de ça parce que c'était assez important pour moi de montrer que effectivement on peut être un homme et ne pas être super bodybuildé ou ne pas faire un 34. C'est tout pour moi.
Non, en vrai, c'est intéressant de voir cette couverture parce que oui, effectivement, elle remet justement en question Hmm. tous ces trucs de Les codes. corps, de Ouais. machin, etc. En tout cas, si des gens de la mode nous écoutent derrière ces caméras, bougez-vous les fesses, réveillez-vous, Mais vraiment, mais bougez votre cul, quoi. Enfin, je veux dire, à un parce moment donné, que on est il y fatigué, en a fait. du boulot à faire. Vraiment. Hein, on est encore très loin. Donc, commencez le marathon, hein, parce que sinon Athènes va se faire attaquer. Sur ces douces paroles, Troisième coup pour toi. exactement. Allez, c'est parti. Alors moi, ça va changer un peu du mood qu'on a là Ok. avec les magazines, tout ça. Les années 90. Non. Ah. Ah. Changement. Changement, mais attention, on reste toujours dans quelque chose de très queer. Bah, de toute façon, ici. On sera sur l'album Nightclubbing de Grace Jones en 1981, qui est une couve légendaire. C'est Eric qui va aimer encore. Est-ce que tu as fait ta sélection en fonction- Pour cette couverture en photographie, on a Jean-Paul Gouda qui a aussi été le directeur artistique de l'album, de la couverture. Oui. Et au niveau du vêtement et du styling, il n'y a pas enfin c'est le T'as- directeur du coup, c'est une veste Armani. Cette couverture, elle a vraiment marqué dans la pop culture, l'industrie dans musicale. l'industrie musicale, dans la représentation aussi, puisqu'on a enfin la représentation d'une femme noire, androgyne dans les médias, puisque vraiment cette couverture a fait le tour du monde. Tout le monde la connaît aujourd'hui. Elle s'affiche à l'écran. Donc ça fusionne bien évidemment les éléments de la féminité et de la dite masculinité. Enfin, dite féminité, dite Ouais. masculinité. Le concept Ça- de l'androgynie. Exactement. Crée vraiment une puissance et une ambiguïté à son paroxysme en fait, hein, littéralement. En fait, Good, il a vraiment cherché à trouver un personnage avec Grace Jones, puisque justement, Grace Jones justement permet justement de pouvoir avoir plein de possibilités De de création. création et d'art. Il n'a pas hésité avec la coupe de cheveux, avec une certaine attitude, avec justement cette espèce de profil trois Ouais. quarts qui est très bien agencé sur la Ouais, c'est très couverture. géométrique. Très comme, géométrique, exactement. couverture, Il ouais. a vraiment poussé le truc au max. D'ailleurs, on a l'impression que, littéralement qu'elle est comme peinte. En fait, on n'a pas Ouais. l'impression que c'est une photo. C'est très. Il y a vraiment aussi une ambiguïté textuelle. De nouveaux médias, de nouvelles choses, etc. Alors qu'en fait, c'est des années 81. Donc voilà, c'est pas de l'IA. C'est marrant, je trouve que ça reprend pas mal les codes des années 70 en termes de ces figures très géométriques, Ouais. très. D'un point de vue un peu plus contemporain quand même, on a énormément d'artistes qui se sont inspirés de cette cover et qui se sont inspirés de Grace Jones. On a bien évidemment Lady Gaga, Rihanna, FK Twins, beaucoup plus récent, qui d'ailleurs soulignent et ont parlé d'ailleurs en interview de l'importance au niveau musical et au niveau de la représentation des femmes dans l'industrie De Grace Jones. dans l'industrie musicale. Oui, mais Oui. de ce qu'a fait Ah oui, Grace oui, de ce qu'a Jones. fait Grace Jones dans l'industrie musicale. L'album Nightclubbing a vraiment été considéré comme une œuvre majeure d'un point de vue musical. Fusionne des éléments de science-fiction, des éléments de fiction, des éléments que on n'imaginait pas en fait dans les années 80 du tout. Bah, c'était très avant-garde, Mm, un peu comme les mouvements dans la mode avec Ouais. Rabanne et compagnie. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des années 70 parce que ça me fait beaucoup Mm. penser aux avant-gardistes dans la mode et dans l'art. Totalement. Et on a notamment enfin aussi une représentation du clubbing, du queer, de tout ça, qui est enfin représenté. Dans avec l'industrie cette, plus mainstream. exactement, Mhm. avec cette couverture. Donc voilà pour Ok. cette petite cover. J'espère que j'ai pas dit de conneries, Eric. Attention, il va Attention. t'attraper. Écoutez, Ouais. t'étais dans les années 80, toi? Ouais, Et ben moi, je vais dans tes années à toi, ouais, les années 90. ouais. Dont je maîtrise pas forcément les codes, mais couverture du Vogue UK de janvier 90, photographiée par le grand Peter Lindbergh, qu'on connaît Évidemment. très bien. Sur cette couverture sont présentes les 5 qui vont donner le rythme à ces années-là. Donc Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Tajana Patiz. Il manque une personne que je voudrais quand même souligner ici. Chalamarlo. Lachala Marlowe, le photographe je le disais, Peter Lindbergh, qui est notamment célèbre pour son travail assez naturaliste, son approche assez naturaliste, ses portraits qui sont souvent en noir et blanc. Il y a d'ailleurs une photo très célèbre pour Saint-Laurent. Ouais. J'adore Saint-Laurent. Et la démarche de Peter Lindbergh pour cette cover, c'était la quête
de la nouvelle esthétique et de la nouvelle beauté des années 90, loin du glamour artificiel qui avait pu être proposé dans les années 80. La styliste, c'est Brana Wolf. Les mannequins portent des bodys Giorgio Di Sant'Angelo et des jeans Levi's. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, les jeans Levi's. On est dans un style qui est plutôt minimaliste. On n'a pas de maquillage, on n'a pas de travail hyper particulier. Vraiment, l'objectif, c'est de saisir un moment. Elles sont très heureuses sur la couverture. Elle sourit bien pour une fois. Pour une fois. Et oui, les gens sourient dans la mode de temps en temps. Pas de maquillage excessif, pas de coiffure sophistiquée. Cindy Crawford a d'ailleurs expliqué à propos de cette couverture que c'était un look extrêmement décontracté qui contrastait avec tout ce qu'on avait pu voir pendant les années 80. C'est exactement ce que recherchait Peter Lindbergh dans cette cover. Voilà, je dis que c'était d'incarner la nouvelle femme de la décennie. Mais pour lui, c'était pas possible de l'incarner en une femme. Il y avait cette idée que, au vu de comment la société avait évolué, avec notamment tout ce qui va être les décolonisations, la fin de la guerre froide et compagnie, on avait une société mondiale qui était plurielle et que la beauté de la femme des années 90 était plurielle. Bon, on reste sur des mannequins qui physiquement font du 34. Donc la pluralité, on repassera. Mais disons qu'au moins, on a une ouverture, puisqu'elles ne sont pas toutes blanches. Thanks God, ils ont découvert qu'il y avait d'autres couleurs dans le monde. C'est pour ça qu'il a proposé de réunir la crème des mannequins de ces Pokémon légendaires de l'époque. Et ça a notamment participé à ce phénomène hyper connu, qui a disparu d'ailleurs maintenant, mais de super modèles. Puisque dans les années 90, peut-être que vous le savez ou pas, mais on a vraiment ce phénomène où les modèles prennent vraiment une importance énorme, à tel point qu'on les considère comme des super modèles pour certaines, et notamment pour celle-là. D'ailleurs, pour leur contrat, c'était écrit top modèle, pas modèle. Exactement, parce que ça a vraiment une signification, une importance particulière, ce qui n'existe plus aujourd'hui. De parler de tout ça. C'est notamment le moment où on a ce phénomène de modèle superstar. Là où on ne l'avait pas avant, on commence véritablement dans la culture plus commune, disons, à identifier qui sont ces modèles, quel est leur nom, ce qu'ils font. Et donc c'est aussi ça, les années 90, c'est de connaître véritablement les gens. D'ailleurs, sur le même principe que s'il y en a qui passent par là, les fans de K-pop, c'est un peu sur le même principe des idoles en fait. Où vraiment les années 90 c'était là. Donc on est de retour, guys. Problème de batterie. Oui, donc vraiment les années 90, ça a donné comme on connaît aujourd'hui avec les idoles en Asie, dans la K-pop, notamment en Corée, où il y avait des écoles, il y a des écoles où depuis l'enfance on leur dit machin, etc. C'était la même chose dans les années 90 avec les supermodèles qu'on connaît tous aujourd'hui. Cette image a inspiré notamment Freedom 90 de George Michael, et aussi le final du défilé Versace automne-hiver 91. Et donc bien évidemment cette couverture a redéfini les standards de beauté puisque c'était tout son objectif, et elle a valorisé la diversité dans une certaine mesure. On s'entend. L'authenticité, puisqu'on est vraiment dans un truc fun, avec très peu de glamour, puisqu'on rompt avec ça. On est passé à 10 ans d'une mode un peu plus élitiste, avec des mannequins uniques, peu divers, sur des fonds pas forcément en extérieur, parce qu'on est dans la rue, à une mode un peu plus pop, commune, universelle, accessible, quoi. Et d'ailleurs, cette cover a en partie été reprise dans le Vogue de septembre 2023 pour son traditionnel September Issue. J'espère que vous avez la ref. C'est le plus gros pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et Vogue US a choisi de réunir à nouveau 4 des grandes icônes des années 90. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington. Et le photographe, je suis désolé, j'enchaîne sur un autre cover parce qu'elles ont un lien direct, c'est intéressant de faire les ponts entre les deux. Le photographe, c'est Raphaël Pavarotti, qui est connu pour ses portraits avec beaucoup de couleurs. Le styliste, c'est Edouard Henninfool, qui est à ce moment rédacteur en chef qui a été, je ne sais pas à quel moment, je n'ai pas écrit dans mes notes en fait, mais il a été rédacteur en chef du British Vogue. Je ne sais pas s'il l'était au moment où ce truc a été publié, ce qui me paraît pas logique s'il est styliste.
sur cet édito-là. Ouais, tu C'est sais, bizarre. la Mais voilà, logique bon bref. là-dedans. En tout cas, c'est Edward in Full. Et donc, l'édito, il oscille entre un hommage à l'âge d'or des supermodèles des années 90 et une modernité très présente, très assumée, très des années 2020. Donc, on a des images qui sont sobres mais puissantes. On reste dans cette idée de sobriété, mais on a un glamour quand même. On n'est plus dans les années 90, on a du glamour. Ouais. On a des fonds neutres, une lumière qui est très maîtrisée, très présente. Très clean girl en fait. Et on a une grande attention qui est portée à tout ce qui va être les postures. On a vraiment des choses très graphiques, très géométriques. Et on retrouve un esprit euh, de sororité dans ces images, puisqu'on dirait presque qu'elle s'adore sur les images. Euh, et donc on a cette idée de puissance collective de la Ouais. femme. Et c'est hyper important justement, tout ce qui va être sororité, l'entraide féminin et tout. Pour ce qui est des tenues, on n'est pas du tout pareil que dans les années 90, puisqu'on n'est que sur des créations de maisons de luxe, donc Versace, Prada, Bottega Veneta, Michael Kors, qui sont choisis pour ce côté très élégant, très femme puissante, très femme d'affaires qu'on peut se représenter Ouais. dans l'imaginaire commun. Et en partie pas nécessairement réel, mais bon, On s'entend. c'est des topos. Donc, l'objectif de cette cover, c'est de montrer, encore une fois, la beauté, la puissance, la force, mais aussi la notoriété que ces mannequins ont acquis. C'était pas des modèles éphémères, puisque encore 30 ans plus tard, elles sont encore actives, elles défilent encore pour certaines, bien qu'elles mériteraient de s'asseoir et d'arrêter de parler. Arrêtez de faire des collabs aussi avec Zara, H&M, par pitié. Voilà, on ne citera personne. Sinon, Kate Moss va se sentir visée. Naomi Campbell aussi. Mais voilà, de montrer que même si ces femmes sont âgées maintenant aujourd'hui, elles continuent quand même d'être importantes dans la mode, puisqu'elles sont encore présentées dans la presse ou dans les défilés, ce qui est assez rare. Puisque la mode, au-delà d'avoir un problème avec les personnes qui sont grosses, a aussi un problème avec les personnes qui sont âgées. Voilà. Décidément, la mode a beaucoup de problèmes avec la moitié de la Terre. C'est à se demander ce qu'elle fout là, mais bon, passons. Oui, d'ailleurs, et puis âgées, on s'entend, hein, elles ont 50 ans. Oui, voilà. On Voilà. dit C'est, âgé, encore une fois, dans la mode, Oui. dépassé 25 ans, vous êtes âgé. Exactement. Donc voilà, donc c'est de montrer à quelles femmes, depuis les années 90, ont continué à avoir du pouvoir, de l'influence, et de montrer à quel point le métier et le rôle de modèle peut être au-delà de juste un court Juste, moment. ouais. Voilà, et donc c'est tout ce qui est idée de Empowerment. empowerment féminin. Voilà, ça amène aussi à des réflexions sur tout ce qui va être l'âge, les carrières de modèles, voilà, et notamment les interviews qui accompagnent cet édito abordent la question du vieillissement et de leur vieillissement à elles dans cette industrie qui rejette assez catégoriquement les mannequins plus âgés, et du rapport aussi au corps, à la maternité, parce que certaines sont mères maintenant, et de la place des femmes dans la mode aujourd'hui. Donc voilà, c'est un parallèle entre des générations. Il y a 30 ans d'écart plus ou moins entre les deux. Et donc c'est montré que 30 ans plus tard, c'est encore des personnes d'actualité, bien qu'on a eu du temps qui est passé, et que en fait, leur célébrité, leur influence aurait pu s'essouffler, mais Ce n'est pas le cas. Voilà. Mais c'est intéressant au niveau de l'âge justement que tu en parles parce que c'est surtout au niveau, enfin à propos des femmes dans la mode, au niveau de l'âge parce que les hommes ont une carrière un peu plus longue et surtout que quand ils ont réussi à s'ancrer quelque part, en fait, ils ne bougent plus. Je pense à John Cortajarena par exemple, comme Richard Viedul exactement, qui ont un certain âge maintenant et qui continuent à faire des photos ou à défiler aussi. Et je te propose de passer à ta quatrième, Joris. Quatrième. Alors moi, ça va être beaucoup plus récent, pour le coup. Oui, voilà. Moi, celle dont je viens de parler était très récente, ça date de 2023. Et moi, 2024, voilà. C'est la guerre. Ça va être le Vogue Italia de octobre 2024 avec Monica Bellucci. La Bellucci. Que j'adore. Il y a un édito, bien évidemment, dedans. Et la couverture et l'édito a été photographié par Tim Burton. Alors, petit disclaimer, petit moment anecdote. Sachez que sur le premier épisode qu'on a tourné, qu'on n'a jamais retrouvé, malheureusement, j'ai passé littéralement une demi-heure à rigoler. C'est pas bon. Parce que Joris avait mal prononcé Tim Burton. Et j'ai rigolé, mais vraiment, je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne faisais que. Mais c'était la fatigue. Mais c'était n'importe quoi, je vous jure, j'étais folle. Donc par Tim Burton. Et alors, truc hyper nouveau, j'ai eu
la quasi-totalité de la liste des artistes qui ont travaillé. Incroyable. Le Vogue Italia, merci. Donc en photographe, bien évidemment, on a Tim Burton. Je pense que vous connaissez tous, j'espère. Call out Tim Burton, on n'oublie pas. En styliste, on a Colin Atwood. que Je tu connais adores. très bien, on en a parlé dans un autre épisode, guys. Exactement. Au maquillage, on a Laetitia Carneval. À la coiffure, on a John Nollet. Et à la manicure, on a Sylvia Magliocco. T'es là, la lumière un peu sur les nail artistes, merde. Voilà. Donner du gaz à tous ces gens de l'ombre. Mais oui. Donc, cette couverture, elle était là pour célébrer le 60e anniversaire de Monica Bellucci. Il a choisi justement de transformer leur histoire d'amour en sombre histoire féerique. Si on peut Un dire ça peu à comme ça. la Jack machin là, son film. Qui donne justement un lien avec la fusion entre leur amour et l'art. C'est ça. Cette couverture, elle donne vraiment une dimension très symbolique justement à leur relation, qui est vraiment visible justement sur cette couverture et notamment sur l'édito, où on voit justement l'empreinte de Tim Burton et on voit à quel point il a mis en avant la personne avec qui il est et a sublimé, déjà qu'elle est tellement sublime, Monica Bellucci. Alors, cette couverture, elle a été assez mal prise, voilà, on peut se le dire. Les gens n'ont pas aimé, ça n'a pas été du tout salué par la critique. Tout le monde a trouvé ça un peu morbide, un peu hors vogue en fait. Tu vois, c'était trop Ouais. hors vogue, trop machin et tout. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'on veut aussi, tu vois? Mm. Je sais pas. Mais Mais en même temps, est-ce qu'on a envie d'un homme oui, non. qui non. célèbre son amour pour une femme? Bon, Bon, voilà, on est un mix entre le love et le male gaze là. exactement. C'est très très particulier. Sortir des sentiers battus, oui. Mais bon, Mais bon, pour parfois, nous foutre Tim Burton et Monica. bon, Monica a déjà fait des couvertures qui étaient magnifiques. C'est vrai que bon, là, c'était pas forcément nécessaire. Néanmoins, voilà, ça a Laisse quand ta même donné- place. Va t'asseoir comme tout le monde. Mais bon, voilà, la couverture a quand même été vachement remarquée justement pour son approche esthétique qui était quand même très audacieuse. Et c'est pour ça aussi que je voulais la présenter, puisque on peut sortir aussi des sentiers battus, on peut sortir d'un édito classique, on peut sortir On de... peut arrêter de faire des éditos et des covers sur fond blanc et ne Voilà. pas du tout travailler un message ou un côté artistique aux éditos. On Exactement. s'adresse directement à Condé Nast ici. Si vous nous voyez, n'hésitez pas à faire autre chose que des covers blanches, notamment pour le Vogue Paris, parce qu'on en a Jusque-là, marre. Soyez un peu plus prenant artistiquement. Parce que je sais que vous engager politiquement, c'est un peu trop compliqué. Donc, au moins artistiquement, voilà, essayez d'y aller. donc on peut faire autre chose justement, comme tu le disais, que des fonds blancs. Donc c'était important, je pense, de quand même de souligner le travail quand même qu'a fait Tim Burton et Monica Bellucci. Et c'est aussi parler de l'âge tout à l'heure avec Ouais, avec les folles avec modèles, les là. folles modèles, justement parce que Monica Bellucci a 60 ans, Ouais. qu'elle est quand même bien en place, que elle a aussi voulu montrer que les femmes matures, enfin dites matures, pouvaient encore être représentées et pouvaient Ouais. encore faire des covers sans pour autant être... Ouais, que ça pose problème. Ouais, que ça pose problème en fait. Mais simplement. encore une fois, il y a l'idée de... il faut nécessairement que ces gens-là soient connus Oui, pour pouvoir être représentés au film. exactement. Ça c'est le... Donc évidemment, c'est intéressant parce qu'on a des personnes plus âgées Oui. qui sont représentées. On enlève cette beauté traditionnelle ultra jeune. Voilà. Mais Mais, c'est uniquement parce qu'elles sont connues qu'elles le sont, parce qu'elles ont Exactement. un nom. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, on peut célébrer la féminité à tout âge. Voilà. Voilà. Et dans toute sa pluralité. Je pense que c'est Exactement. un petit peu le thème de cet épisode, hein, parce qu'on y va. Hein. Mais sans pour autant passer par Tim Burton. Anyways, donc je te laisse C'est sur à moi. ton avant-dernière. Et comme de par hasard, je parle de femmes, de diversité et de pluralité. Dinguerie. Je vais bien évidemment parler du... et en plus, je reste sur le même Vogue que toi. Je parle du Black Issues de Vogue Italie de juillet 2008. Donc c'est un numéro historique, entièrement consacré à la célébration des mannequins et des personnalités noires dans la mode. À la photographie, on a le très célèbre Steven Meisel dont on a déjà parlé. Au stylisme, on retrouve quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, Edouard Henninfoul,
qui est un styliste ghanéo-britannique. Et pour ce qui est du maquillage et des cheveux, maquillage, en tout cas pour la partie du shooting dont je vais parler, c'est Pat McGrath, mais je ne sais pas si elle a fait tout. Et pour le coiffeur, j'ai trouvé qu'un prénom, c'est Guido. L'idée du shooting naît du constat d'un manque criant encore, hein, du manque de représentativité des personnes non blanches et notamment des personnes noires dans la mode. Et donc, Maisel, le photographe, et Sozzani, qui, si je ne me trompe pas, était la rédactrice en chef du Vogue Italie à ce moment-là, décide de consacrer tout un numéro à célébrer justement la beauté noire en réponse à l'absence persistante de mannequins noirs dans l'industrie et dans la presse. Donc l'édito met en scène exclusivement des mannequins noirs, parmi lesquels Naomi Campbell, Lia Kedebe, Jordan Dunn, Cécile Lopez, Tyra Banks, Alec Weck, Iman. Par ailleurs, petite spécificité de ce magazine-là, 4 covers différentes avec 4 mannequins différentes ont été publiées. Très légendaire comme cover d'ailleurs, très difficile à trouver. Et donc chacune mettait en avant une modèle noire très connue de cette période-là. Le numéro est une rupture majeure de ce qui se faisait dans la presse jusqu'à présent, puisque jamais aucun magazine de mode international n'avait accordé une telle importance, visibilité aux personnes noires. Et donc ça suscite un débat mondial sur la diversité et la représentation des personnes non blanches et dans ce cas-là présent noires dans l'industrie de la mode et dans la presse mode. En revanche, malgré l'impact qu'il a eu à cette période-là, on souligne quand même la lenteur, bien lente. On est en 2008, c'est ça? Ouais. Des changements structurels au sein de l'industrie et de la presse mode. Voilà, on a encore du mal. Bientôt 20 ans. Donc voilà, on a vraiment une lenteur de l'industrie à se bouger. Donc c'est aussi pour ça que je voulais mettre en avant cette cover, parce que elle est quand même iconique, faut le dire. Et que ça montre encore une fois qu'il y a énormément de progrès pour la mode et la presse mode dans ce cas-là, encore à faire. Et voilà. Et donner sa chance à d'autres personnes que les blanches. Exactement. Voilà. Il y a d'autres personnes que Naomi Campbell. Aussi. C'est pas la seule mannequin noire, Naomi Campbell. Ça, voilà, petit disclaimer. On t'adore, Naomi, hein, mais assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Donne ta chance aux autres. T'as fait ton temps. Voilà. Et on parle pas de ton âge. Non. Juste de ta personne. Oui, non, juste de ta personne. C'est tout pour moi. Ouais. Je te propose de faire ta dernière cover. Ouais, et pas des moindres. Il n'y aura pas de photo de représentation, en tout cas ici, sur cette plateforme. Tout simplement parce que on ne peut pas vous la montrer. On ne va pas pouvoir vous la montrer. Mais c'est une cover que je voulais quand même en parler parce que je trouve ça très important. C'est une couverture de Playboy, celle de 2017, novembre 2017. Et c'est la mannequin Inès Rowe qui est représentée sur cette cover et sur cet édito. Au niveau des photographes, on a Greg Swal, je sais pas trop comment ça se prononce, bref, qui est réputé justement pour les photos intimistes, pour les photos qui capturent une certaine sensualité de la femme, tout ça, sur ce genre de magazine-là. Et qui a vraiment une sensibilité, une élégance dans son travail qui est très important justement pour ces magazines-là, voilà. Voilà, donc. Alors, qui est Inès Rowe, vous allez me dire? Inès Rowe, c'est un mannequin, une mannequin transgenre. Ma sœur. Exactement. Française. Qui auparavant était une TDS. Et c'est devenu en 2017, grâce à cette couverture, la première femme transgenre à apparaître sur un magazine Playboy. Et c'est une avancée majeure, que ce soit qu'en 2017, qu'on ait enfin, voilà. Et aussi, enfin, une visibilité au TDS. Des personnes effectivement TDS. Cette couverture a extrêmement été médiatisée, notamment sur Twitter, vous vous doutez bien. Ça a été beaucoup, il y a eu beaucoup justement de médiatisation autour de ça, puisque on avait enfin une représentation autre une mannequin cisgenre en fait, qu'on arrêtait aussi, qu'on arrête enfin cette stigmatisation autour de TDS. Ce métier de TDS. Justement libérer aussi la parole autour de ce métier-là, et aussi l'exclusion
bah, forcément des personnes trans dans les médias mainstream. Mais de l'autre côté, bien évidemment, il y a eu toute une vague de transphobie, What the hell. de misogynie, évidemment. Ah bah, Voilà. euh, étonnant. qui était majoritairement là. Il y a des gros médias aussi qui en ont parlé sur Twitter de façon très négative, puisqu'on représentait une femme transgenre TDS. Bref. Donc, bien plus qu'une simple couverture glamour, là, on est vraiment dans un acte politique Oui, bah oui. présent, on ne peut pas nier. Couverture, vraiment dans la pop culture, je trouve qu'elle a quand même son importance, puisque Ouais. enfin, Puis même, de toute dans façon, quelque chose de... aujourd'hui, dans la mode encore, il y a des progrès à faire aussi à ce Ouais, niveau-là. à ce niveau-là. Ouais. Petit coucou à ma sœur Alex, si tu passes par là, Tanzanie. la Kansani. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu encore qui sont représentés, Mm, que ce soit sur les podiums ou dans la presse. Donc c'est aussi important de ramener ce débat-là mm. chez les hommes aussi. Oui, Les personnes trans existent, elles existent depuis des la- siècles et des les siècles et des siècles. siècles. Ce n'est pas une nouveauté contemporaine, contrairement à ce qu'on Non, pourrait entendre. Et effectivement, on a un manque de représentativité là-dessus qui est flagrant. dans l'industrie qui est assez saisissante. Donc voilà, moi j'ai fini sur ça. Eh Je te bien, laisse écoute, terminer. moi, je vais rester dans mon thème. Et là, on n'a jamais été aussi loin dans le temps. Là, j'ai sorti les archives, guys. Et je vais en avril 1965 avec Harper's Bazaar, qui publie un numéro spécial qui s'appelle Now et qui marque un tournant dans la mode états-unienne. Pour la première fois dans l'histoire de la presse états-unienne, une mannequin noire, Donial et Luna, j'espère que je prononce bien, apparaît dans un éditorial, donc c'est pas une cover, c'est un éditorial de mode majeur aux États-Unis. Ça intervient dans une période historique particulière, puisque c'est en plein moment des droits civiques dans une industrie qui est encore extrêmement fermée. Donc, gros engagement de la part du magazine. N'hésitez pas à À prendre note, les continuer. magazines, hein, coucou. Petit message à vous, voilà, prenez note. Avril 1965, ils avaient le courage de le faire. Peut-être Voilà. que vous devriez avoir le courage, voilà. Les héritages ne servent pas à rien. Pour l'équipe artistique, on a Richard Avedon, ou Avedon, je ne sais pas comment on prononce, qui était l'un des plus grands photographes mode du XXe siècle, qui est célèbre pour ses images très modernes, très dynamiques. Pour la modèle, du coup, on a Doniel et Luna, qui a une silhouette assez élancée et qui a un charisme hyper particulier. Vous verrez les photos de toute façon. Et pour le stylisme, j'ai pas trouvé, je suis désolée, un peu compliqué. Mais en tout cas, les tenues portées sont signées par les avant-gardistes de la mode de l'époque. Donc on a Rudi Gernreich, je sais pas si je prononce bien, je suis désolé. On a bien évidemment Paco Rabanne, logique, et James Galanos. Pour ce qui est de l'ambiance, on est dans des poses extrêmement sculpturales, des looks futuristes, graphiques. C'est très tendance cette période-là. Et c'est aussi en lien avec justement un mouvement de contestation. On a un jeu de contraste assez important. On a des lignes qui sont épurées mais extrêmement modernes. Et on a aussi un jeu entre des photographies en noir et blanc et des photographies avec beaucoup de couleurs. L'inspiration, c'est bien évidemment l'avant-garde des années 60, avec l'émancipation féminine et l'objectif d'inclure une diversité. Et donc cet édito est extrêmement important puisque, on le disait, c'est la première fois qu'une femme noire apparaît dans un édito, dans la presse, dans un magazine aussi important aux États-Unis. Donc c'est une ouverture à la diversité dans la presse mode. On a une rupture esthétique puisque les photos d'Avedon ont ce truc hyper particulier et là encore plus avec tout ce qui va être l'avant-garde et tout. Donc elles sont extrêmement modernes et très Mm. audacieuses pour le coup. Vous verrez les images, moi j'ai adoré, je les trouve complètement folles. Et donc on met en avant la beauté noire, ce qui est une première, très tardive, hein, mais bon, Et où elle a il été fallait bien faite, que ça se fasse voilà. une fois. Qui était exclue jusqu'à présent dans l'industrie et dans la presse. Et donc c'est véritablement un choix éditorial qui, malheureusement, mais bon, voilà, est considéré comme courageux. Et qui a suscité des réactions, vous devez vous en douter. Mais voilà, ça a marqué la presse mode, ça a un impact artistique et culturel extrêmement important, et c'est des images qui sont aujourd'hui considérées comme véritablement des œuvres d'art politiques. Voilà. Et d'ailleurs, grâce à cet édito-là, Luna deviendra l'année suivante la première femme noire en couverture de Vogue UK, donc en mars 1960. Voilà,
Bah, intéressant. Bah, j'espère. Bah oui. Bah, je pense qu'on a pas mal parlé. Ouais. On espère que ça vous a plu, ce petit tour d'horizon de certaines covers. On refera sans doute un épisode parce qu'on a plein de covers à explorer, plein Ah d'éditos à oui, bah, il y en a explorer. plein. Je pense qu'on va s'arrêter Ouais. là. On Bah, espère que n'hésitez pas à ça vous vous a à plu. nous dire ce que vous Voilà, pensez déjà de celle qu'on a dit. voilà des covers qu'on vous a montrées. Voilà. Et si vous en avez En tête, d'autres, vous voulez qu'on analyse ou quoi ouais, que ce de soit, fou, hein. qu'on fasse des recherches dessus. Ouais, n'hésitez Faites les pas petites à aller YouTube ads. exactement liker, commenter, Et abonnez-vous, partager, tout partagez, ça. Enfin compagnie. Enfin, bref, la YouTube ad, truc quoi, quoi. vous connaissez. Et puis on se retrouve pour un Pour autre un épisode, prochain quoi. épisode. Ouais, Exactement. exactement. On vous fait des gros bisous et on vous dit au revoir!